Bonjour tout le monde. Cette semaine, nous accueillons à la tribune Julie Croteau, en charge de Volte-Face. Bonjour Julie. Bonjour Rémi, ça me fait plaisir d'être ici. Oui, ça va bien? Oui, ça va très bien. Que veut dire Volte-Face? Hey, c'est une bonne question. C'est rare que les gens me posent cette question-là. Volte-face, fait lien avec faire volte-face. Dans le fond, pourquoi on a choisi ce nom-là pour la ressource, c'est la capacité de se revirer de bord rapidement. Je pense que ça illustre un peu notre clientèle, mais ça illustre aussi la capacité de notre équipe qui est là de composer avec des situations variées et de trouver des solutions là, vraiment rapidement. Oui, c'est un bon nom. Et depuis quand votre organisme a vu le jour? Bien, notre organisme a vu le jour en août 2002. Moi, à l'époque, j'étais pas directrice. Là. Moi, je suis arrivée en 2004. Donc, ça fait maintenant là, 17 ans, pratiquement. Oui, ça fait 17 ans que la Volte-Face, dans le fond, un lieu d'hébergement. Là. Oui, et quel est le but de votre organisme, entre autres? Bien, dans le fond, le but, la Volte-Face, c'est une ressource d'aide pour les femmes et pour les enfants victimes de violences conjugales. On parle d'aide et d'hébergement. Et puis, le but premier, c'est d'assurer la sécurité des femmes et des enfants. Notre mandat premier, là, c'est vraiment les femmes et les enfants qui se retrouvent chez nous, c'est parce que leur sécurité est menacée. Donc, c'est le but premier, puis de les accompagner, là, effectivement. Exact. Et pourquoi, ou plutôt, quel est l'élément déclencheur du fondement de cet organisme? Ouais, ben c'est sûr que j'ai pas toute l'historique de la région, mais à l'époque, dans les années 80-85, il y avait une autre ressource d'hébergement qui existait, qui s'appelait l'Entretemps. Malheureusement, cette ressource-là a fermé ses portes. Et pendant 2 ans, on s'est retrouvés avec plus de ressources du tout en violence conjugale. Donc, ça a été vraiment une période difficile où tout le monde a essayé de trouver des solutions. Et là, un moment donné, il y a un groupe de femmes qui a dit « ça n'a pas de bon sens. Il faut faire une nouvelle demande de financement. Il faut qu'il existe une ressource. » Et là, bien, l'organisme s'est incorporé, tout ça. Et puis, on a vu le jour là, en 2002. Là. Wow, c'est extraordinaire. Et pourquoi... Qu'est-ce qui fait qu'une personne devient violent ou agresseur? Est-ce qu'on vient au monde comme ça? Ça, c'est toute une question. Peut-être qu'avant de me lancer dans d'où provient un petit peu la violence, parce que c'est vraiment un grand sujet, je commencerai par dire que dans la violence conjugale, premièrement, il y a différentes formes de violence conjugale. Exact. Souvent, les gens vont être plus habitués. Dans le temps, on disait « Ah, il y a des femmes battues. » C'est vrai, il y a la violence physique. Mais il y a aussi d'autres formes de violence qui sont la violence psychologique. Dénigrer la personne, lui dire des mots pour la rabaisser, lui faire vivre un stress, la manipuler. On parle aussi de violence sociale. Isoler la personne, par exemple. Toujours pour avoir l'objectif, c'est d'avoir le contrôle sur la personne. Il peut aussi... je sais que c'est tabou, mais il peut y avoir de la violence sexuelle. Ça arrive aussi dans les couples. C'est pas vrai qu'on marie notre conjoint pour le meilleur et pour le pire. Ça peut être de la violence aussi. Et puis, là, j'en oublie une, là, une autre des fois. Donc, tout ça pour dire qu'il y a différentes formes de violence. Et si je vous parle un petit peu du processus, du cycle, souvent les gens vont me dire « Ah oui, le cycle de la violence. » Bien, entre deux personnes, parce qu'au début, là, dans une histoire de couple, là, on est avec quelqu'un qu'on aime. Hein? On est, si éclate de la violence avec notre voisin, ben c'est facile d'y mettre fin, là. C'est pas notre amoureux. Donc, on a d'abord aimé cette personne-là et on a eu une relation privilégiée. C'est pour ça que la violence conjugale est aussi... fonctionnelle, qu'elle fonctionne. S'installe au début une tension. Ça va être tranquillement. Par exemple, tranquillement, pas vite, des petits détails qui vont faire, je sais pas, le conjoint. Puis là, je parle du conjoint parce que dans la plupart des cas, dans 80-90%, c'est davantage les hommes, malheureusement, qui sont auteurs de la violence conjugale. On a beaucoup moins de cas de recensés de femmes, mais il y en a aussi, là. Donc tranquillement, la personne va un peu insérer le doute dans la psyché de la personne, la rabaisser, lui dire tu devrais pas t'habiller comme ça pour sortir, pour qui tu te maquilles, tu sais, des petites choses sournoises, c'est de la tension. Et là, ça va augmenter et ça va aller vers une phase d'explosion ou d'agression. Elle n'est pas toujours physique, là, cette agression-là, mais c'est vraiment, par exemple, je lance un verre pour faire peur à la personne, je la menace, je vais te quitter,
t'insulter, tu vas voir, je te menace de te tuer ou je te frappe, par exemple. Et après ça, pourquoi ça fonctionne? C'est qu'il y a toute une phase de justification. Habituellement, l'auteur de la violence va dire, ben, écoute, tu l'as cherché. C'est ta faute. Moi, là-dedans, dans le fond, j'ai pas eu le choix que de réagir comme ça. Et par la suite, il y a ce qu'on appelle une lune de miel ou une rémission. Ça, souvent, on va dire, la personne lui apporte des fleurs, s'excuse, je vais changer, tu vas voir, voyons, ça arrivera plus. Ça doit être, écoute, moi, dans mon enfance, il m'est arrivé des drames, donc, tu sais, je vais aller chercher de l'aide. Et ce cycle-là recommence plusieurs fois. Donc, à ta question, Rémi, d'où commence la violence? C'est un processus qui s'installe entre deux personnes et rapidement, la phase de tension va devenir de plus en plus courte. J'ai même plus besoin de te faire sentir mal et de mettre de la tension pour que toi, tu réagisses en te subordonnant, en écoutant pour pas que ça explose. Effectivement, il y a toutes sortes. D'où origine la violence, là, on aurait une émission d'une demi-heure juste pour ça. C'est certain que moi, je ferais référence un peu dans la socialisation. C'est sûr comment les gens ont grandi, tout ça. Il y a des rôles qui, traditionnellement, ont été... on dit, ben c'est normal, un mari, d'habitude, c'est plus fort, c'est lui qui rapporte l'argent, la femme est à la maison. C'est normal que les femmes prennent plus soin, les autres, c'est plus physique. Tu sais, c'est installé toutes sortes de choses, mais... Par contre, on peut pas dire la violence est causée parce que quelqu'un a bu de l'alcool, parce que quelqu'un a été violenté dans son enfance, parce que il y a des personnes qui vont être violentées dans leur enfance et qui vont pas le reproduire. Exact. Donc, tu sais, on peut expliquer comment ça s'est construit, mais il y a toujours une autre solution que d'utiliser la violence. Donc, on peut pas dire, ben oui, c'est à cause de mon historique familial, c'est parce que je suis alcoolique. Oui, ça peut éclater à ce moment-là, mais il y a d'autres personnes qui ont un problème de toxicomanie ou d'alcool, puis ils sont pas violents. Exact. Donc, c'est vraiment... C'est du contrôle, puis ça se perpétue parce que malheureusement, c'est tabou. On a honte, on veut pas en parler. On pense que c'est normal, je l'ai mérité. Ça doit être comme ça. Donc, c'est un cycle pernicieux qui s'installe. Oui. Je sais pas si j'ai été... Je veux pas trop entrer dans les détails, mais sommairement. Est-ce que nous attirons ce genre de personnes-là dans notre vie? Ou c'est comme pas évident. Hein? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Il y en a beaucoup qui vont dire, ben les femmes battues, ils ont un pattern, ils vont toujours attirer des gars qui sont plus bourreaux. C'est pas vrai. Premièrement, la violence là, conjugale, peu importe ton âge, ton statut social, ta profession, que tu sois avocate, sur le bien-être social, que tu sois femme au foyer ou encore, je sais pas moi, éducatrice, elle touche tout le monde. Exact. Il y a vraiment pas, ça peut s'installer dans toutes les formes de relations, donc c'est vraiment pas qu'on attire ce genre de personnes-là. Par contre, il est vrai, pas dans tous les cas de violence conjugale, mais dans des cas plus extrêmes où on va parler de personnes vraiment très contrôlante, narcissique, un peu. Si les gens qui écoutent l'émission ont vu la série Le Monstre, là, ils vont savoir à qui je fais référence. Mais là, ces personnes-là, cette personne-là, le manipulateur ou l'auteur de la violence, ben c'est sûr qu'il va repérer quelqu'un qui, ben tiens, mon Dieu, est généreux, je vais utiliser cette qualité, mais qui peut en même temps devenir une vulnérabilité. Tiens, il vient de se séparer, je vais en profiter pour, tu sais, ben, mon Dieu, être soutenant, tout ça, mais après ça, je vais m'installer là-dedans. Mais c'est pas dans tous les cas, là, vraiment, qu'il y a des patterns comme ça. Parce que comme vous avez un peu démystifié que c'est pas toujours quelqu'un qui est contrôlant, comme vous venez de décrire. Ouais, comme dans la série Le Monstre, quelqu'un qu'on appelle de pervers, là, narcissique. Non, pas du tout. Ça peut arriver comme dans n'importe quel couple. Mais oui, puis la différence entre il y en a des fois qui vont nous appeler, qui vont dire, je ne sais pas si je vis de la violence conjugale, on s'est chicané, il y a de la vaisselle qui a revolé. C'est sûr que dans la chicane de couple, il peut y avoir des moments où il y a des gestes de violence. Exact. Mais lorsqu'on parle de cycle de violence conjugale, c'est que ça perdure dans le temps et c'est qu'il y en a un qui est toujours plus fort que l'autre, qui veut dominer. Tandis que dans une situation de conflit, où parfois il peut y avoir de la violence et c'est pas mieux, mais les deux, il n'y en a pas un qui veut gagner plus.
On est, tu sais, on peut avoir une grosse chicane, mais il n'y a pas quelqu'un qui veut gagner à tout prix. Exact. Donc, c'est vraiment des critères qui peuvent un peu montrer que là, oups, on est dans un cycle de violence plutôt que de chicane de couple. Puis ça, on aide les personnes qui nous appellent, là, on peut regarder ces critères-là avec elles. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ce fléau? On dirait que c'est une chicane de personnalité ou de dysfonctionnement. Ouais. Bien, en fait, c'est sûr que nous, ce qu'on encourage à faire, peut-être, on peut intervenir à deux et trois niveaux, si on veut. Premièrement, moi, comme personne, quand dans mon réseau d'amis ou dans ma famille, j'ai conscience que quelqu'un vit la violence conjugale, moi, j'ai un rôle. Je peux jouer un rôle en lui en parlant, en lui demandant « T'as-tu besoin d'aide? J'ai remarqué que, je sais pas, moi, ton chum t'a fait des remarques vraiment désobligeantes pendant que j'étais là, je riais jaune, toi, comment ça va? » Tu sais, garder le contact et peut-être même dire « Ben, je connais une ressource qui existe, ça te tente-tu? Je vais te donner le numéro de téléphone. » Ça, c'est vraiment... Souvent, là, le réseau social autour de la personne peut faire une grande différence. L'autre chose, je dirais, comme société, un peu, ça s'étend plus large, mais c'est de dire non, nous, on cautionne pas ces gestes-là. On n'est pas d'accord que c'est la victime qui est coupable. C'est l'auteur de la violence qui devrait se sentir coupable. Exact. La victime, elle en subit les dommages. Déjà, comme société, il y a des choses qu'on peut faire. Et évidemment, ce fléau-là, il se règle pas, je suis désolée, là, mais c'est vraiment... On est plus dans... soit dans la prévention, déjà montrer c'est quoi des relations saines, mais aussi d'outiller les personnes, de les référer que si elles vivent une situation de violence, d'appeler à la volte-face, de prendre le temps de discuter, de pas rester toute seule avec ça, parce que à ce moment-là, ça s'installe, là, et c'est difficile d'y mettre fin. Oui, puis même souvent, la victime... qui se remet tout le temps en question, qui met tout sur ses épaules, même si tu lui offres de l'aide, bien souvent, c'est comme... Elle ne le perçoit pas. C'est comme... Ou elle en veut pas, elle va refuser même, dire ben non. J'ai pas de problème. Tu te trompes, voyons Rémi, là. Je suis pas, voyons donc, tu te trompes de personne, je suis pas victime, pas en tout. Effectivement, puis les gens, les proches, ils nous appellent à la ressource pour dire mais qu'est-ce que je peux faire? On peut pas obliger quelqu'un à dire va à la volte-face. Ça se fait sur une base volontaire. Moi, j'encourage les gens autour, simplement à pas couper les liens. Parce qu'un jour ou l'autre, elle va avoir besoin. Et une des conséquences de la violence conjugale, c'est l'isolement. C'est que de plus en plus, dans ça, elle est toute seule, elle perd ses amis, elle sort plus, elle reste à la maison parce qu'elle a honte. Fait qu'elle a plus de réseau. Fait que si en plus, quand on offre de l'aide puis elle la prend pas, on se dit just too bad, là. Ça fait une personne de plus qui s'éloigne. Fait que restez dans les parages. Un petit coup de fil de temps en temps. C'est sûr qu'on peut pas vouloir pour elle, mais on reste dans les parages. Oui. Par contre, s'il y a des enfants dans le décor et qu'on se dit, ces enfants-là sont témoins, sont victimes de cette violence-là, alors là, on a un devoir des citoyens qui est de signaler parce qu'il faut vraiment protéger les enfants. Exactement. Ouais, tout à fait. Parce que les enfants le subissent autant, même ils s'absorbent tout ça. Hein? Tout à fait. Puis vous le dites, tu le dis très bien, Rémi. Longtemps, on a dit, longtemps dans les années 1980-85, les recherches n'avaient pas été faites au niveau des impacts sur les enfants. On se disait un peu, si les enfants n'ont pas été frappés, c'est correct. Aujourd'hui, là, depuis les années 98-2000, il y a eu beaucoup de recherches. Et puis même si un enfant n'a pas été violenté physiquement, les ravages sont terribles. Dans certains cas, on compare ça à des enfants qui auraient vécu des traumatismes de guerre. Exact. Fait que les enfants, ils ont peur. Ils ont peur pour, dans la plupart des cas, leur mère. Des fois, ils vont s'interposer entre la mère et le père. Ils vont penser que c'est de leur faute ce qui arrive. Des fois, ils peuvent être même blessés dans la situation. Ils vont développer des troubles de comportement à l'école. Ça se peut qu'à l'école, des fois, on va dire « c'est un enfant, il a un trouble de comportement, il est hyperactif, il est violent. » Mais des fois, on oublie que peut-être en arrière de tout ça, ça va pas bien dans sa famille. Fait que je m'évade un petit peu du sujet, mais effectivement, les enfants, c'est très important. Exact. Et quelle région desservez-vous? Est-ce gouvernemental ou... Bien, la Volte-Face, la maison d'hébergement La Volte-Face, on dessert, dans le fond, on a du financement pour
en fait, du financement gouvernemental, mais qui est une grosse partie de notre subvention. Et on fait, c'est sûr, des activités de collecte de fonds, mais on dessert principalement la MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Dans le fond, c'est notre territoire premier. Mais c'est certain que si une femme, par exemple, nous appelle de Québec parce qu'elle doit se sauver, des fois, il y a des conjoints qui les poursuivent de région en région, on peut l'accueillir, on ne se limite pas au territoire. Et c'est la même chose, d'autres maisons, d'ailleurs, peuvent accueillir des femmes et des enfants de la MRC de l'Érable et d'Arthabasca. Mais essentiellement, là, on est pour ce secteur-là. Comment pouvons-nous participer à votre organisme? Comment peut-on vous aider la société en ce sens? Bien, c'est sûr, je pourrais peut-être vous parler, bien, je sais pas si c'est un petit peu l'origine de ta question, mais dans le fond, c'est un petit peu, nous, on va avoir plusieurs mécanismes de collecte de fonds. Actuellement, on est en grande campagne de financement pour la Volte-Face. Ce que l'on fait, c'est un tirage annuel. Depuis maintenant 6 ans, un tirage annuel où ça a lieu là, cette année, le 4 décembre. C'est dans le cadre des 16 jours d'action contre la violence conjugale, justement, là, qui ont lieu jusqu'au 6 décembre. Et pour ce tirage-là, on a un grand prix, là, un premier prix qui est un crédit voyage de 1 500 $. Mais on a vraiment beaucoup de prix, là. On a plus de 5 000 $ en prix, un vélo, un certificat cadeau au quartier Notre-Dame. Donc, il y a plusieurs prix. C'est des billets au coût de 10 $. On n'a pas besoin d'être présent là, lors du tirage pour pouvoir gagner. Puis, il y a différents points de vente, mais pour la région plus de l'Érable, il y a la boutique Cousin-Cousine à Plessisville qui est comme un peu dépositaire de nos billets parce que nous, il faut comprendre que c'est une ressource confidentielle. Donc, on est caché. Fait qu'on peut pas faire porte ouverte et dire venez acheter des billets chez nous. Donc, ils ont des billets. Puis, vous pouvez aussi là, appeler à la Volte-Face sur notre ligne administrative au 819-795-3568. Puis avec plaisir, on peut aller vous porter des billets. On est bien débrouillards. Et donc, je comprends très bien que vous êtes comme caché. Alors, je ne peux pas vous poser la question où êtes-vous situé. Mais y a-t-il d'autres moyens de vous joindre? Oui, puis dans le fond, c'est sûr qu'on a notre ligne d'urgence 24/7 qui est disponible pour nous rejoindre. C'est le 819-795-3444. Et dans le fond, ça me fait penser, on a comme un peu oublié de parler des différents services parce qu'effectivement, on a une ligne d'urgence qui est là 24 heures sur 24. Donc, les gens peuvent nous appeler, les femmes, même des adolescentes ou même des proches, dire, ben, moi, je pense que je vis une situation de violence conjugale ou je pense que ma fille est dans une situation de violence conjugale avec son chum. Ils peuvent nous appeler 24 heures sur 24. Les femmes aussi, si elles se sentent pas en sécurité et qu'elles doivent quitter leur domicile, elles nous contactent. Et à ce moment-là, nous, au téléphone, on évalue la situation et on va lui donner l'adresse pour se rendre. Parfois, si la situation est trop risquée, on va appeler les policiers. Et d'ailleurs, on dit aux femmes, si c'est trop dangereux, appelez les policiers. Parce que nous, on peut pas se rendre chez vous pour vous protéger. Les policiers sont nos alliés là-dedans. Et puis aussi, parfois, ça va être l'hôpital qui peut nous référer, un médecin, quelqu'un au CLSC qui peut dire, ben, tu devrais peut-être contacter la Volte-Face. Donc, c'est un peu la porte d'entrée au niveau téléphonique. Puis après ça, lorsque la femme arrive avec ses enfants, bien là, justement, elle a accès à des services. Bien, c'est gratuit, premièrement. Ça coûte rien du tout venir à la Volte-Face. Tu es logé, nourri. Tu as tout le confort là, nécessaire. Tu as une chambre privée pour toi et tes enfants. À la Volte-Face, on a 8 chambres. Donc, c'est comme une maison. Les gens nous demandent souvent, c'est comme une prison? Pas du tout. C'est une maison qui a l'air vraiment d'une maison. Il y a 8 chambres. Certaines sont pour 1, 2, 3, 4 personnes. Donc, une femme qui aurait 5 enfants peut arriver avec ses enfants. Parfois, on va mettre les plus vieux dans une autre chambre, pour qu'elles se sentent là, bien. Donc, là-bas, tout est fourni. Et il y a des intervenants qui travaillent là 24 heures sur 24. Elles vont rencontrer les femmes, faire des rencontres ensemble pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi tes inquiétudes, est-ce que tu as peur qu'ils te retrouvent? Parfois, c'est vraiment de la sécurité là, primaire. Et aussi, cheminer, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comprendre que c'est pas ma faute, comprendre comment ça s'est installé. On a aussi une intervenante jeunesse qui va travailler avec les enfants
pour les aider à se déculpabiliser. Parce que les enfants, souvent, ils vont dire c'est de ma faute si je suis ici, si mes parents se séparent. Puis on va vraiment refléter à l'enfant que nous, là, on veut pas l'empêcher de voir son papa. Parce qu'il l'aime, puis c'est normal. Ce qu'il aime pas, c'est quand son papa parle fort ou fait de la violence. Fait qu'on va vraiment distinguer, on n'est pas là pour briser le lien, là, pas du tout. Fait que ça, c'est comme tous les services en hébergement. Il y a des services là, de groupe, on va faire des ateliers de groupe sur la violence. Et il y a tout un autre éventail de services qui est moins connu, qui ce sont nos services externes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être hébergé. Les femmes et les enfants peuvent recevoir des rencontres gratuites, même si elles ne sont pas en hébergement. Donc, une femme pourrait dire, ben moi, je vis la violence, mais j'ai d'autres ressources, j'ai pas besoin de venir en hébergement ou je suis pas prête à quitter tout de suite. Et elle vient consulter une intervenante dans un lieu qui est sécuritaire aussi. Même chose pour les enfants, c'est davantage les enfants. Après la séparation, il va y avoir des conséquences. Donc, même si les enfants n'ont pas été hébergés chez nous, il y a des mamans qui vont nous appeler pour dire je reconnais pas mon enfant, je trouve qu'il est en train d'adopter un peu des modèles dominants ou de la violence. Est-ce que tu pourrais le rencontrer? Et évidemment, actuellement, on a une liste d'attente parce qu'on a beaucoup de demandes, mais c'est un petit peu... on essaye là, de remédier à la situation. Fait que ça ressemble un peu à ça, nos services, là, très sommairement. Puis, c'est sûr qu'aussi, les gens peuvent consulter notre site web, là, le www.lavolteface.org. Puis, on décrit vraiment tous nos services. Ils peuvent aussi nous écrire là, directement. C'est vraiment extraordinaire. J'ai perdu le fil de votre question, mais je voulais revenir un petit peu sur les services pour que effectivement, on était, je pense, au niveau de la confidentialité de l'adresse, donc elle n'est pas publique. C'est pour la sécurité des femmes et des enfants. Effectivement. Julie, c'était une formidable entrevue. Je te laisse à toi le mot de la fin. Hey, c'est tout un honneur. Je sais pas, c'est toujours un peu... je dirais, ce que je souhaiterais dans le fond, c'est que toute personne qui vit de la violence conjugale, premièrement, qu'elle se sente à l'aise de nous contacter, ou même si elle ne sait pas si c'est de la violence conjugale, puis elle veut vérifier. L'appel peut demeurer anonyme, elle n'est pas obligée de se nommer. Nous, on ne collige pas les informations, on ne retracera pas si elle veut rester là, vraiment privée, elle n'a pas à être gênée, c'est confidentiel, nous, ça ne sort pas de la ressource, donc qu'elle se sente en sécurité de nous appeler sur notre ligne d'urgence. Par ailleurs, j'encourage beaucoup les proches de ces femmes et de ces enfants-là à rester proches parce que c'est vraiment comme dans plein de situations, comme en prévention du suicide ou en prévention dans d'autres domaines, c'est souvent les proches qui font la différence, qui vont dire, écoute, moi je te crois. T'as raison, c'est pas correct qui t'a parlé. Donc, j'encourage vraiment les proches à rester dans le décor, même si c'est pas évident. Puis, ils peuvent nous appeler là, jour et nuit. On peut prendre le temps de discuter avec eux. Vraiment extraordinaire. Merci, Julie. Mais ça me fait plaisir, Rémi.